Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique, la critique du volet suivant des aventures de Robert Langdon. Anges et démons, sorti en 2009, réalisé par Ron Howard, encore lui, un thriller, une adaptation du roman du même nom de Dan Brown. C'est un film avec Tom Hanks, encore une fois, Ewan McGregor et il y a aussi Hailey Zourer. Je pense que je prononce très mal le nom. Par contre, ce que je vais très bien prononcer, c'est son budget, 150 millions de dollars. Il en a rapporté 485 dans le monde. Par contre, il n'a pas eu de très bonnes critiques. Il dure 2h20 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h20 ? Eh bien, le pape est mort et il en faut un nouveau. Ce n'est pas sans compter les Illuminati qui, d'après certaines personnes au Vatican, complotent à grands coups d'antimatière et d'agents. Le professeur Robert Langdon est appelé à la rescousse dans un jeu de pistes saisissant pour rétablir la situation. On parle d'Illuminati dans le film, mais la façon dont on en parle, eh bien, ils n'ont pas l'air très méchants en fait. C'est juste des gars qui aiment la science et qui veulent manifester leur découverte au sein de l'église pour leur dire de se calmer un petit peu avec leur légende biblique. Ce n'est pas conquérir le monde de la chrétienté. Je voulais faire ce petit aparté avant de commencer la critique. Il s'agit bien sûr ici, encore une fois, d'une affaire de complot. Alors je parlerai de tout le film, je tiens à préciser tout de suite au début de la critique parce que le développement du film est assez savoureux, plus savoureux encore que celui de Da Vinci Code. Donc je vous invite à voir Anges et démons. Si vous voulez mon avis rapide, eh bien les enjeux sont beaucoup plus palpables, c'est mieux raconté et c'est plus agréable à regarder. Encore une fois, je ne connais pas le livre, je ne connais pas donc les différences, les rapprochements et la fidélité par rapport au bouquin. Alors plongeons-nous un petit peu dans ce film. En 2003, il y a eu l'acquisition des droits par Sony, les deux films donc qui ont été adaptés jusqu'à maintenant, écrits par le même scénariste que pour le premier, Akiva Goldsman. Le film n'est pas apparu rapidement puisqu'en 2007-2008, il y a eu la crise des scénaristes qui a ralenti le projet. Il y a eu donc encore une autre personne qui est intervenue, David Koepp, qui a terminé le projet en aidant à l'écriture du scénario. Il en résulte une mise en place qui est efficace, c'est rythmé, ça donne un ton. Il y a certains moments qui sont de véritables accélérations d'action, puisque comme dans le premier, ça explique, ça bavarde beaucoup, mais les moments d'action sont plus nombreux et ils sont mieux avancés, mieux amenés dans les situations. Et ici, on a un enjeu. Comme je vous le disais, il est palpable, on le comprend, et c'est un enjeu qui crée une course contre la montre. À un moment, il y a la femme qui arrache un papier des archives et qui dit « on n'a pas le temps ». Eh bien, c'est vraiment ça. Il y a un enjeu du temps dans le film. Ils doivent se dépêcher. La différence entre le livre et le film, eh bien, c'est une adaptation pour quelque chose de plus cinématographique, à ce que j'ai lu. Moins de personnages, à ce que j'ai lu, bien sûr, hein, ne vous attendez pas à ce qui se passe dans le livre. Tous les grands romans ne sont pas nécessairement les grands films, bien sûr. Encore une fois, il y a des articles et des textes qui vous parleront de toutes les petites différences entre le livre et le film. Alors, j'ai lu un petit peu ça, mais un peu en diagonale. Pour une critique, je ne vois pas l'intérêt de vous énumérer tout ça. Le film est fait, ça sert à rien de fantasmer sur les choix et les améliorations. Si on avait laissé ou enlevé telle ou telle partie du livre, reprocher ci ou ça, c'est commun et à tellement de productions. Il s'agit, dites-moi si j'ai tort, mais il s'agit pour moi avant tout de vous conseiller ou non le film et de vous... d'essayer de vous présenter le film le plus clairement possible. Il ne s'agit pas de faire l'énumération d'incohérences ou de trucs qui vont pas, ou je peux mettre en avant des défauts, qui pourraient faire rupture pendant votre lecture, mais il ne s'agit pas pour moi de défoncer des films et tout ça. Je crois que vous comprenez un petit peu les optiques que je peux avoir quand je parle d'un film sur la chaîne. Ron Howard, lui, passe moins son temps à parler au public. Il y a une critique qui a fait un rapprochement avec les Benjamin Gates. C'est encore une chasse, une fois de plus, mais une course contre la montre. Les énigmes ne sont pas là pour faire une transition, elles sont vraiment intégrées dans l'enjeu dramatique du film. C'est presque... Alors, il y a un critique qui a dit ça, j'étais
C'était un peu méchant, mais il y a un peu de ça, c'est un épisode de Columbo qui se prend trop au sérieux. Il y a un peu de ça. Franchement, le film marche beaucoup mieux parce qu'il est plus divertissant, il y a plus d'action tout simplement, on est plus emporté par les personnages qui sont sous pression et ça joue beaucoup quand vous mettez de la pression dans un film. Le premier film n'avait aucune pression parce qu'il pouvait prendre tout le temps qu'il voulait pour découvrir le grand secret. La seule pression qu'il pouvait avoir, ce sont les policiers français. Mais cet enjeu, justement, je vous disais qu'il y avait des scènes avec Jean Reno qui ont été probablement enlevées. Donc on enlève de cette pression. Donc le film n'a aucun enjeu qui fait presser les actions des personnages. Eh bien ici c'est le cas. Et c'est beaucoup plus efficace du coup. J'aime beaucoup la narration de celui-ci, parce qu'on commence avec la mort d'un pape, avec une voix off qui vient nous narrer les choses, un peu ce qui se passe, on nous guide littéralement. Et puis on arrive un petit peu trop tard pour le premier meurtre, bien sûr. Le spectateur va souhaiter qu'ils arrivent à temps pour sauver les autres. Et c'est là qu'il y a suspense, c'est là que ça se déclenche. C'est la course qui est perceptible par le spectateur. Plus on avance, plus l'enquête devient corsée et plus le sauvetage est compliqué. Les faits se dévoilent au fur et à mesure. Il y a vraiment des informations compte-gouttes qui sont parsemées dans tout le film. C'est un véritable délice. Les faits se dévoilent vraiment au fur et à mesure et le suspense devient de plus en plus intense puisque on a l'enjeu de Robert London qui doit absolument sauver les cardinaux qui étaient sur la liste pour devenir éventuellement le nouveau pape. Et en même temps, on a les autres cardinaux qui sont dans la chambre scellée et qui doivent voter, mais ils veulent laisser du temps à Robert London de trouver le cardinal, parce que sinon ils n'auront pas le choix de voter quelqu'un dans l'insistance, quoi. Donc il y a un double suspense en fait. Et c'est très très bien monté aussi à ce niveau-là. Il y a aussi une mise en scène un petit peu plus tape à l'œil pour rendre compte beaucoup plus du suspense. Rien que le montage alterné est beaucoup plus tape à l'œil que quelque chose qui est trop linéaire. Dans Da Vinci Code, c'était linéaire. On n'avait pas plusieurs points de vue qui étaient vraiment importants. On avait des fois quelques plans sur Paul Bettany qui faisait des actions et quelques plans sur l'Opus Dei, mais c'était vraiment pas nécessaire en fait de nous présenter ça. Alors qu'ici, le montage alterné, les différents points de vue sont vraiment nécessaires pour nous provoquer du suspense, pour nous provoquer de l'adrénaline tout simplement. Chaque mort de cardinal est importante et est travaillée dans le décor, l'ambiance, l'esthétique, suivant les 4 éléments: l'eau, le feu, la terre, l'air. Les éléments sont très très présents dans le film. Robert London, lui par exemple, commence et est présenté dans une piscine. Et le rapport avec l'eau va être important puisque c'est lui qui va réussir d'une façon vraiment incroyable à sauver un des cardinals justement dans l'élément liquide. Voilà, tout ce qui est de l'ordre des 4 éléments, c'est vachement bien foutu dans le film. Ça s'est disséminé partout. C'est assez jouissif de voir les rapports quand vous commencez à regarder le film. Ils cherchent des choses sur le feu et on leur coupe l'air. C'est formidable ça. Il y a le feu dans l'église. Après c'est Robert London qui va dans le trou pour rencontrer le premier cardinal. Donc la terre, l'antimatière est conçue sous terre. Dans les situations, ça fourmille tous ces petits éléments, ces petites symboliques. Et quand vous avez été tout d'un coup sensible à ça dans le film, c'est un véritable délice sans forcément vous en faire rupture et tout d'un coup vous êtes sorti du film. Non, en tout cas c'était pas mon cas. Non, c'est très très savoureux à regarder au niveau de la symbolique. Bien sûr, là, moi, c'est de la symbolique de bas étage, hein, j'en suis bien conscient, mais c'est déjà une petite ouverture. Hein. Il faut pas sous-estimer les petites ouvertures, même si elles sont maladroites, quand vous repérez des choses dans les films. Avec la musique, bien sûr, qui enrobe tout ça, qui est très présente aussi dans le film. Hein. Encore une fois, là, on peut parler de quelque chose de beaucoup plus tape à l'œil. La musique de Hans Zimmer est beaucoup plus lourde, elle est presque encore plus belle que celle de Da Vinci Code, mais elle s'entend beaucoup plus. Là, le film laisse aussi la part belle à la musique. D'ailleurs, je vous invite aussi à l'écouter, la musique, parce qu'elle est franchement, elle est top. Hein. Il y a beaucoup de thèmes assez différents. Hein. Le film est présenté comme une suite. Ron Howard a pris plus de liberté à ce que j'ai lu. Il s'est senti plus à l'aise. C'est un film plus cinéma,
aux enjeux palpables. Et surtout, il y a eu plus de liberté parce que le livre Ange et démons est moins connu. Cette fois-ci, Robert London ne s'arrête pas pour faire un speech qui n'en finit pas. C'est plus concret, ça bouge beaucoup plus vite. Il fait son speech mais en courant. Ça, c'était une blague qui revenait souvent dans les critiques. Il y a une évolution majeure, vous en conviendrez quand vous regarderez le film ou si vous l'avez vu. Bien sûr, le film a été banni et censuré à divers endroits parce qu'il y a quand même une critique. L'église catholique qui va être humiliée et détruite. Bon, cette fois, les gens de l'église ont compris que ce genre de fiction a mené les gens à fréquenter les églises et les lieux montrés dans les films. Donc, ça leur faisait de la pub et ils n'ont pas commencé à critiquer le film ou quoi que ce soit. Les autorités italiennes espéraient aussi que le réalisateur allait corriger les erreurs du roman sur les lieux pour éviter les confusions avec les touristes qui auraient vu le film et qui disent « Oh, mais regardez, ça, dans le livre, c'est comme ça !» Alors Ron Howard disait, c'est sur la modernité, affrontant l'antiquité et la technologie contre la foi. Ce sont des idées plus actives, alors que l'autre vivait dans le passé. Quand il parle de l'autre, c'est bien sûr Da Vinci Code. Da Vinci Code est un rapport au passé fictionnel même, créé pour la fiction. Ici, les enjeux sont plus modernes, ils sont plus dans l'ordre de l'opposition. Donc ça aussi, ça dynamise bien sûr le récit complètement. Par rapport à la science, les Illuminati utilisent l'antimatière, qui est créée par la science, tout simplement. L'antimatière, ça fait peur, c'est de la science-fiction. Donc on a un film qui est un grand thriller, religieux avec de la science-fiction. Drôle de mélange. Mais c'est aussi un blockbuster. Un film d'enquête avec du suspense. Ce n'est pas un film de discussion entre la science et la religion. Le film a eu aussi, bien sûr, l'aval du Vatican. Ça, c'est important de le mentionner. Qui disait que c'était un divertissement inoffensif. Il précise aussi que le thème est toujours le même. Une secte contre l'Église. Mais cette fois, l'Église est du côté des gentils. Comme l'a précisé William A. Donohue, je pense que je prononce un petit peu mal, c'est le président de la Ligue catholique, c'est la Catholic League. Profitez du film, mais rappelez-vous que c'est une fable. Absolument, je suis totalement d'accord. Au niveau de la structure, c'est très classique. À la 25e minute, ça, si vous voyez des scénarios plutôt classiques, souvent des choses se déclenchent vers 20 minutes, 25 minutes. Quand il s'agit de récits qui ne sont pas gigantesques, hein, quand ce sont des récits qui font 2h40, 2h50, les temps de déclenchement, d'appel à l'aventure sont légèrement décalés. Mais ici, pile poil 25e minute, les enjeux sont placés. On a les deux conflits, on a la bombe et les cardinaux. Et on va rapidement dans la résolution. Bah oui, faut avancer. Hein. On ne va pas faire comme dans Da Vinci Code. Non, ça carbure, hop. Hein. On fait sentir le manque de temps par les personnages. L'enjeu de ce film n'est plus de comprendre les symboles, mais de sauver des vies. L'enquête devient une mission de sauvetage et génère du suspense. Et là, le film est très généreux. On arrive à 1h50 de film. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et on est à la scène où il trouve la bombe. Et là, c'est une des meilleures scènes du film. On a le camerlingue, donc Ewan McGregor, qui prend la bombe. Et il y a du suspense info, parce qu'on sait que c'est une bombe d'antimatière. On sait pas trop ce que ça va faire, mais on sait que ça va faire quelque chose. Et on le voit le camerlingue courir. Bien sûr, c'est une bombe. Bien sûr qu'il y a un timer. Alors, c'est une espèce de jauge qui descend. Et elle clignote. Et c'est ultra épique parce qu'on sait que ça va péter. Et on a eu 1h50 de film avant. C'est pas quelque chose qui arrive au bout d'une heure. Donc, on a eu vraiment le temps d'être dans la fiction, d'être dans le suspense, d'être dans les enjeux. Et cette scène-là est une espèce d'apothéose. Alors c'est une scène où, comme ça, on a la vraie menace sur les gens, parce que là, il ne s'agit pas seulement des cardinaux, il s'agit aussi d'une bombe qui est placée dans le Vatican. Et étant donné que les cardinaux veulent élire le nouveau pape, il y a une foule gigantesque dehors. Donc il y a un vrai enjeu palpable ici. Le Vatican pourrait être détruit, et la moitié de Rome aussi par la même occasion. Et tu te dis que le mec, il doit très vite agir et emporter la bombe. Avec la musique de Hans Zimmer, bien sûr, lui, il sait faire, j'ai envie de dire. Hein. C'est ultra épique avec beaucoup d'instruments à cordes, une espèce de légèreté comme la montée au ciel d'Ewan McGregor avec l'hélicoptère, une action héroïque du camerlingue.
c'est quand même ce qu'on peut appeler le courage, parce que je pense qu'en vrai, les gens n'oseraient pas prendre une bombe d'antimatière et se suicider, c'est le cas de le dire, hein, dans un élan héroïque avec la bombe. Hein. Et puis après, il y a un autre truc complètement dingue, j'ai jamais vu ça au cinéma. Est-ce que vous avez vu un ciel exploser ? Le ciel explose, je ne sais même pas comment vous dire autrement, mais le ciel explose et brûle. Le ciel brûle. Vous avez jamais vu ça dans un film, et il y a 1 ou 2 plans qui sont terribles, et ce sont des plans qui sont vachement intéressants parce que ce sont des caméras qui sont plutôt libres, qui sont en caméra portée, et la caméra, je crois, pour un plan, et je crois que c'est ce plan qui est le plus terrifiant, c'est un plan, on commence avec la valeur de cadre sur la foule qui est en désarroi, un peu, voilà, caméra portée, caméra, voilà, qui tremble comme si c'était un personnage dans la foule, voilà, qui a été secoué par l'onde de choc, et tout d'un coup la caméra se lève en haut, donc comme si c'était vraiment notre regard, et on se rend compte que c'est le ciel qui brûle, et qu'il y a une espèce d'explosion dans le ciel, enfin c'est assez terrifiant, et le fait qu'on liait ce regard a aussi un regard qui est terre à terre, et bien après quand on lève les yeux, on se rend compte qu'en fait il y a un véritable lien entre la terre et le ciel. On aurait pu faire par exemple un plan sur Robert Langdon et la femme qui l'accompagne, et après un autre plan séparé sur le ciel avec l'explosion et tout ça. Mais non, là on lie la terre et le ciel, donc on lit ce qu'on connaît, c'est-à-dire des véritables lieux, notre terre à nous, visuellement, avec l'explosion, l'élément l'élément science-fictionnel. Donc ça, au niveau de la mise en scène, c'est très bien pensé de nous avoir fait ce lien-là, avec un simple panoramique, un simple tilt. Franchement, là, ça a été aussi un très bon choix de réal. On a l'impression presque que Dieu a touché la terre de son doigt. C'est une scène qui est vraiment impressionnante. Puis tout ce que nous avons cru dans le film et tout ce que j'ai dit dans cette critique est balayé par une ultime révélation, une machination. Et j'étais assez triste parce que pendant tout le film, personnellement, moi, je croyais au Camerlingue. Je croyais dans le Camerlingue. En Ewan McGregor, en plus, bien sûr, ils ont pris Ewan McGregor. Ce n'est pas pour rien, bien sûr, parce qu'il a un visage d'ange. Et il a aussi une filmographie plutôt bénéfique, où il joue plutôt des gentils. Eh bien, ici, pas du tout. C'est quelqu'un qui a créé une véritable machination. C'est un film qui, même s'il est plutôt classique dans la structure et tout ça, il n'est pas si conventionnel. Hein. La fin ne se termine pas sur des grosses confrontations. Et surtout, on a un personnage qui est plutôt central qui, d'un coup, hop, change de camp, d'un coup, sans prévenir, alors qu'il a sauvé la papauté. Il a sauvé le Vatican. Robert Langdon devient un chevalier du Graal dans le premier film. Il s'agenouille devant la tombe à la fin du film. Eh bien ici, c'est un soldat de l'église. Il a du sang sur les vêtements. Il prend un habit de prêtre et enlève le col et porte l'habit comme un rien. C'est un personnage qui s'investit. Il est à fond le gars, hein, en plus. Donc c'est quelqu'un qui évolue, qui est d'abord sans vêtements, qui a les vêtements de civil, qui après porte les vêtements de l'église. Donc il y a une vraie évolution du personnage dans la façon de penser, dans le traitement des costumes. Tout simplement, rien que cette petite idée. Tom Hanks, pas forcément au top, mais bon, ce n'est pas forcément lui. Je pense que les dialogues aussi et ce que doit faire le personnage, eh bien ça passe par le scénario. Hein. Les dialogues sont peut-être trop évidents. Les dialogues, en fait, forcent un petit peu les situations par moments. Il y a des conflits avec le chef de la sécurité. Bon, du coup, ah oui, maintenant que j'y pense, autant parler des niveaux de conflit, ma parole. Je vous avais fait tout un speech sur les niveaux de conflit. Eh bien ici, les niveaux de conflit avec Tom Hanks sont beaucoup plus intéressants. Il y a des niveaux de conflit personnels, avec des petits enjeux avec certains personnages. Il y a des conflits externes, qui est bien sûr la quête que présente le film de base. Et le conflit intérieur, c'est aussi sa capacité à lui, à Tom Hanks, elle est légère, mais c'est quand même son conflit avec ce que fait l'Église, en fait. Et toute l'aspect spirituel de l'Église, alors que lui n'y est pas vraiment. Et justement, en prenant l'habit de prêtre, à un moment, eh bien, on a une évolution du personnage. Et à la fin, il est réconcilié, on pourrait dire presque, avec l'Église. Au point que l'Église lui donne un livre très 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 précieux pour ses recherches. Donc il y a vraiment une évolution du personnage.
dans son traitement et dans sa croyance, on pourrait presque dire ça, avec l'Église. Et puis, dans ce film-là, à croire que c'est une constante dans les livres de Dan Brown, eh bien, Robert Langdon est encore très bien entouré, ma parole, avec un duo semblable au premier film, avec une très très belle femme, une experte dans un domaine précis, ici une physicienne italienne, mais jouée par une israélienne. Il n'y a pas de relation d'amour de couple, en plus ça nous fait des vacances, c'est très très bien. Comme dans le premier, franchement je trouve que c'est bien, ça, que ce soit pas tout de suite la romance et blablabla, enfin bon... on n'est pas obligé d'avoir ça, d'avoir de la romance à tout va. Mais l'alchimie entre les deux fonctionne bien. C'est très très court les moments où Ayala Zourer peut parler. Mais en attendant, c'est une relation de travail qui fonctionne bien. Elle est moins présente, l'actrice, qu'Audrey Tautou, mais l'intrigue ne l'exige pas. Elle ne fait qu'attendre l'opportunité de changer la batterie de la bombe, quoi. Cette fois-ci, elle se pose beaucoup plus en tant que témoin. Observons Langdon, qui lui agit beaucoup plus. Elle a un petit conflit avec un proche qui est tué, qui est assassiné. Mais ça reste aussi très très léger. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été coupées par rapport au roman. Les personnages du roman coupés aussi pendant le film. Il y a des personnages, soyons honnêtes, il y a quand même une dizaine de personnages identifiables. Je pense que c'est plutôt important. Il y a des personnages secondaires, aussi très bien caractérisés pour leur rôle. Le garde qui suit Langdon dans la bibliothèque, qui est, moi je trouve, assez génial parce que c'est un jeune ayant une grande foi qui l'aide à traduire les livres, et quelqu'un qui est aussi très à cheval sur les codes. On a le camerlingue, bien sûr, qui est impétueux. C'est vraiment le mot, hein. Je crois qu'on peut pas mieux le définir, il est impétueux. Mais il est très progressif aussi. Il a des désirs plus grands. Ewan McGregor joue tout en nuances, j'ai beaucoup aimé son rôle. La première scène avec McGregor, elle a la classe. Il est très clair, il est près d'une fenêtre, c'est un homme de pouvoir et de piété, les deux P, pouvoir et piété. Et quand il demande à Langdon, croyez-vous en Dieu? Eh bien on a un chant contre chant, avec une confrontation de lumière dans les axes de chant contre chant, suivant la règle des 180 degrés. Donc on a une confrontation de lumière, mais aussi de conviction, avec la lumière qui est plus marquée chez Langdon que chez Ewan McGregor. Il y a un jeu très subtil dans cette scène, je trouve, au niveau des angles et de la lumière. Franchement, revoyez-la, c'est assez intéressant. Le rôle de Ewan McGregor est plutôt ambigu, c'est toute la saveur du personnage. Au départ, je croyais qu'il faisait partie des Illuminati. Mais non, c'est ça qui est génial. Il représente seulement une autre faction, lui-même. Alors certes, le plan de McKenna est un peu tarabiscoté, mais je pense que c'est quelqu'un qui a prévu différentes possibilités, donc qui s'est préparé à ces différentes possibilités, voire même qui les a activées tout en même temps, au cas où. Autant mettre le maximum de chance de son côté. J'ai eu une conversation avec quelqu'un que j'estime beaucoup, qui me disait que Ron Howard, ce n'était pas un grand réalisateur, que ce n'était pas un auteur avec une patte et des thématiques. En France, on a l'idée du réalisateur-auteur, avec des thématiques qu'on peut déceler. Mais un bon, voire un grand réalisateur est aussi quelqu'un qui sait faire des films avec talent dans la production même, et pouvoir changer aussi de sujet aussi facilement. Ça, c'est un bon réalisateur. Ici, Ron Howard livre une mise en scène didactique. Il y a des choix de réalisation visibles, hein. L'image est beaucoup plus travaillée dans les lumières, les couleurs aussi. Il y a beaucoup plus d'effets suivant les éléments précédents, donc le couleur et lumière, quand notre héros est coincé par exemple dans la bibliothèque. Tout est rouge. Ça, c'est un parti pris de réalisation qui est fort. Les images ont une classe, c'est somptueux, très régulièrement des demi-faces éclairées par la lumière, ça veut dire aussi des choses dans la mise en scène, les gens ambigus, les gens qui ne sont pas clairs précisément, et on le montre visuellement. Après, on a aussi une mise en valeur de Rome et de ses bâtiments, aussi bien créés virtuellement que filmés en vrai. On a un changement d'échelle qui est très bien géré. C'est assez impressionnant le travail de la production pour recréer aussi les intérieurs du Vatican. On s'y croirait, littéralement. Ils n'ont pas tourné à l'intérieur, pas du tout. C'est que du décor par ordinateur. Et on y croit réellement. C'est incroyable. On a aussi les poursuites à Rome qui sont beaucoup mieux filmées par Ron Howard que dans le film de Sam Mendes. Alors dans Spectre, c'était une blague, la course-poursuite à Rome, parce qu'il n'y avait personne. On avait des rues qui étaient super belles,
C'était super bien filmé, mais il n'y avait personne. Regardez chez Sam Mendes les trottoirs de la course de spectre, il n'y a personne. On est dans Rome. Il doit y avoir du monde à Rome, même le soir. Eh bien, dans le film de Ron Howard, on sent qu'il y a du monde. Il y a des voitures, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de monde, il y a des plans de transition. Les plans dans les rues de Rome sont plus des plans de transition pour passer d'un lieu à un autre, avec des choses tournées en intérieur, bien sûr, à l'intérieur des bagnoles. Mais on a vraiment l'impression que c'est une ville qui vit. Dans le film de Sam Mendes, on est dans quelque chose de terriblement littéraire et romancé. On n'a personne dans les rues. Alors, pour un souci de réalisme, c'est une faute. Mais après, pour une vision littéraire du personnage, on peut l'accepter. Alors, les efforts sont assez considérables pour nous rendre compte de ce qui se passe. Le montage à ce propos est très fluide. Quand je parle de fluidité, ça veut dire qu'il nous narre les choses au bon moment. Il s'arrête au moment où il le faut. Il n'y a pas de problème de rupture. Il y a eu, enfin, pour ma part, aucune rupture au niveau du montage. Tout est bien ficelé. Il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Les alternances sont les bienvenues pour nous rendre compte aussi de tout ce qui se passe. Et c'est bien fait par rapport à ce que j'ai ressenti, bien sûr. Il y a 2 monteurs qui sont occupés du film qui ont beaucoup travaillé avec lui. La musique, quant à elle, eh bien, c'est une grande réussite. Beaucoup plus variée que dans le premier. J'ai été très surpris. On commence avec le thème musical du film précédent, et puis la musique change avec quelque chose de beaucoup plus imposant, de plus global. C'est assez impressionnant. Oh, je l'ai pas vu au cinéma et je m'en veux parce que franchement, les thèmes musicaux sont ultra impressionnants et je pense qu'avec de bonnes enceintes, ça doit vraiment valoir le coup. On a une indication au son que notre quête sera tout autre. Dès le début du film, les 5 premières minutes du film nous placent tout. Franchement, avec ce film, on sent la grande réussite. Oui, j'ai été vraiment dedans. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Alors la fin n'a pas un grand impact, mais elle est quand même un peu surprenante. Je lui mettrai un bon 14 sur 20. Il y a une vraie évolution dans ma réception du film par rapport au précédent. Et je ne vous parle pas bien sûr de film parfait, hein. Il y a un vrai apprentissage, on pourrait dire, des erreurs du précédent qui ici ont été rectifiées et le film se tient beaucoup mieux et emporte beaucoup plus son spectateur dans la fiction. Alors du coup j'ai hâte de voir le prochain, de voir Inferno. Vous aurez une vidéo sur Inferno bien sûr quelques jours après sa sortie. Ça dépend de mon envie et de ce que j'ai pu écrire dessus. Eh bien, j'ai terminé cette critique, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir de vous présenter Ange et Démon. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de la vidéo, hein, si vous avez trouvé que ce film était vraiment bien ou que vous avez été déçu. N'hésitez pas à me dire si vous avez, voilà, vous n'avez pas accroché, quel défaut vous pourrez lui donner ou vraiment si vous avez été impressionné par la course effrénée de Robert London pour sauver le monde. Voilà, quant à moi, eh bien, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de votre futur abonnement si vous me découvrez avec cette vidéo. Non, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour Inferno et pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!